Bonjour, bonsoir. Voici une nouvelle émission de Livres libres dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Monsieur l'ambassadeur Albert Salon. Alors, Monsieur Salon me permettra de le présenter tout d'abord. J'espère ne pas me tromper. Je prie nos téléspectateurs de m'excuser, mais en ces temps difficiles, je suis un peu enroué. Je vous rassure, je n'ai pas le Covid, mais un sacré mal de gorge. Bon. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez un parcours tout à fait atypique. Parce que si j'en crois à mes recherches, vous avez commencé comme instituteur dans une classe rurale. Classe unique à tous les cours. Ah oui, absolument. Et puis vous avez été agrégatif d'allemand, docteur d'État ès-lettres, et ensuite vous avez mal tourné, vous avez fait l'école nationale d'administration. C'était avant le doctorat d'État ès-lettres quand même. C'était avant le doctorat d'État ès-lettres. Ça c'est très méritoire, ça prouve que vous ne vous êtes pas contenté de hautes fonctions administratives que vous avez exercées. Vous avez été conseiller culturel dans plusieurs postes d'ambassade de France, en Australie, au Québec. Je suppose que c'était pas une ambassade, mais bon, c'était tout comme. C'était tout comme. C'était un poste diplomatique, en tout cas. Vous avez été directeur au ministère de la Coopération. Oui. Vous avez été ambassadeur. Et vous êtes commandeur de l'Ordre de Mérite, chevalier de la Légion d'honneur, des Arts et Lettres, et de diverses distinctions étrangères. Et vous nous présentez un livre, déjà sorti il y a quelque temps, qui s'appelle « Une volonté française ». Une volonté française. Préface de Claude Agege, un très éminent linguiste. Oui. Et un ami... Un homme remarquable. Un homme remarquable en tout point. Je le connaissais de réputation. Je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être le rencontrerai-je grâce à vous. Et un de ces linguistes qui ne se contente pas de faire de la science du langage, mais qui voit les évolutions politiques derrière. Oui. Et qui, en ce qui concerne la France, est très attentif à ce qu'elle ne se laisse pas aller. Absolument. Et c'est aussi votre cas. Nous allons en parler dans un instant. Alors, ce livre que vous nous présentez est un livre assez original. Il se présente sous une forme alphabétique. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de thèmes, très nombreux, très divers, qui sont classés de façon alphabétique. Citoyenneté, Europe, Union européenne, Gaulois sous chien. Un terme à la mode, grandeur, projet, identité, personnalité nationale, en quelque sorte, depuis Allemagne jusqu'à vin, le vin VIN, voilà, qui est un élément essentiel de notre culture. Je voudrais vous interroger sur le titre et sur le sous-titre. Une volonté française et un sous-titre intéressant, je me souviens et je me projette. Alors, de quoi vous souvenez-vous et vers quoi vous projetez-vous ? J'ai été, cher monsieur, merci de m'avoir invité, j'ai été plusieurs années au Québec, comme vous l'avez dit en passant tout à l'heure, pendant plusieurs années, très proche d'ailleurs des milieux indépendantistes québécois, je n'ai jamais hésité à l'avouer, et la devise du Québec, c'est « je me souviens », ça m'a aussi un peu inspiré, mais j'ai mis « monsieur souvient » puisque vous commencez par le sous-titre, parce que il est essentiel pour concevoir une politique qui concerne la langue française. Tous les thèmes qui sont dans ce livre, classés par ordre alphabétique, tous ont relation naturellement avec la France et ce qu'elle pourrait faire, ou ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle devrait faire. Voilà. C'est la politique, c'est un concentré, si vous voulez, à partir des divers thèmes évoqués, de propositions pour que la France ait de nouveau une politique de la langue française, de la francophonie, et je dirais de la France,
et de son universalisme français. Voilà. Alors, je me souviens, c'est ça, et ça suppose, pour avoir tout ça, une conscience profonde de l'histoire. Bien sûr. Éric Zemmour en parle beaucoup, et il disait dans une émission récente, j'aime bien citer Éric Zemmour de temps en temps, je suis pas le seul que je cite, mais c'est un de nos gens qui sont tout à fait dans le même tableau que nous. Il critique le fait qu'à l'heure actuelle, ou depuis plus exactement des décennies, on s'est acharné à tuer l'histoire de France. C'est vrai. C'est-à-dire à tuer dans l'esprit des Français la conscience de leur histoire, pour leur enlever leur personnalité, leur identité dans une large mesure. Voilà. Et la fierté de la grandeur de leur civilisation. Et la fierté des grands hommes qui ont fait la France, de la grandeur du pays, de ses défauts aussi, naturellement, pour les comprendre et les surmonter. C'est important. Alors, je me souviens, c'est cela. Je comprends. Et je me projette. Et je me projette, oui, et je me projette, alors c'est pas moi tout seul, bien sûr, c'est comment projeter la France à partir de tout ça. Alors encore une fois, chaque thème est l'occasion de dire, ben voilà, sur ce thème-là, de la citoyenneté, de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation, par exemple. J'ai remarqué que vous avez excusez-moi de vous interrompre. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites. Des propositions concrètes et vous opérez une distinction tout à fait bienvenue entre intégration et assimilation, l'une préparant éventuellement l'autre, et vous citez... L'assimilation restant, à mon avis, un but indissociable de ce qu'est la France. Absolument, absolument. Contrairement à ce que l'on dit de nos jours et à ce que nos gouvernements font. Je constate d'ailleurs que Éric Zemmour n'est pas le seul que vous citiez, très justement. Vous citez le général de Gaulle, vous citez Régis Debray, qui fut un révolutionnaire. Ouais. Et le hasard veut que je vienne d'être incendié sur les réseaux sociaux pour avoir cité favorablement un article tout récent de Régis Debray. Mais c'est un homme remarquable. Sur nos engagements militaires, quelquefois très malheureux, à l'extérieur. Alors voilà cette citation que j'avais notée, qui est intéressante. La langue est la substance même d'une nation, et si la politique c'est la mise en ordre du chaos, cela ne peut se faire qu'avec des mots. Eh bien oui, c'est ce que disait déjà Confucius. Tout à fait. Au 5e siècle, enfin vous connaissez aussi la Chine, vous connaissez très bien le Japon, mais vous connaissez aussi la Chine voisine. Eh bien, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce grand siècle d'ailleurs, et de Périclès en Grèce et du Bouddha ailleurs, eh bien, en Chine... Et de Confucius aussi. Et de Confucius donc. Oui. Eh bien, Confucius, interrogé par son empereur dans une des périodes dramatiques de l'histoire de la Chine, parce qu'il y a eu des hauts et des bas terribles dans l'histoire de la Chine. On est actuellement à un haut, à une montée vers un nouveau sommet, mais il y a eu des bas épouvantables. Eh bien, dans l'un de ces bas épouvantables, l'empereur de Chine s'adresse au philosophe Confucius, Kung-Fu-Tse, et lui demande « Mais ce qu'il faut faire pour sortir de ce marasme invraisemblable ?» « Sire, dit le philosophe en question, il faut commencer par rétablir le sens des mots. » Eh bien, c'est la même chose que nous dit Debray dans sa citation. Il y a même eu toute une école du confucianisme, s'appelait l'école de la rectification, ou de la correction, de l'usage correct des mots, effectivement. Et c'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est fondamental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sens des mots est tout à fait perverti. Oui. On fait du n'importe quoi. Alors, vous avez, je crois que votre thèse de doctorat portait sur l'action culturelle de la France dans le monde. Et, à mon très modeste niveau, j'ai eu un petit contact avec cette action culturelle de la France dans le monde, puisque j'ai bénéficié d'abord d'une bourse des affaires étrangères pour étudier au Japon. Et puis, au Japon, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'instituts qui dispensaient l'enseignement de notre langue, de notre histoire, de notre civilisation. Y compris un grand à Osaka. Oui, tout à fait. Et alors tout cela, évidemment, a un coût important. Est-ce qu'il faut faire plus ou est-ce qu'il faut faire mieux dans ce domaine ? D'abord, qu'est-ce qu'il représente, ce domaine, à l'heure actuelle ? C'est un domaine essentiel de l'existence internationale de la France.
Ça a commencé depuis très longtemps. Les rois, nos rois, ont eu une politique extérieure de représentation, de diffusion de la langue française, de ce que représentait la France dans son ensemble. Et naturellement, ça avait culminé à l'époque de Louis XIV. Louis XIV, c'est le fameux rayonnement. Représenté d'ailleurs très bien par un soleil avec des rayons. Vous savez, tout ce que les tableaux que l'on présente habituellement, eh bien c'est ça, l'époque du rayonnement. Rayonnement est un terme qui est encore utilisé en France, dans certains milieux, mais de moins en moins, parce que on s'en méfie comme de ces mots qui ont été grands. Eh bien, le rayonnement, c'est typique de la France, c'est-à-dire de chercher à rayonner. C'est le sens du théâtre aussi, propre à notre nation, d'être sur une scène. On est bien en tant que Français quand on est sur une scène et qu'il y a un public qui regarde. Et on agit souvent en fonction de ce public. Eh bien, sur la scène internationale, notre action culturelle, c'est aussi ça. Regardez comme nous sommes beaux. Alors naturellement, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de prétention, de présomption dans cette attitude-là. Oui, ça nous vaut quelquefois une réputation d'arrogance. Une réputation d'arrogance, de singerie, de tout ce que vous voulez. Bien. Alors il y a tous ces aspects qui sont dans notre nature, mais c'est dans notre nature. Et en tout cas, ce qui est dans notre nature, c'est d'essayer, par cela aussi, de dire, mais nous avons une civilisation. Et elle peut aussi servir à d'autres, non pas pour les asservir, mais pour les servir. Et ça a été toute la politique française de coopération qui est une part de cette politique de rayonnement, de cette action culturelle au sens très large. La coopération. Il faut dire qu'il y a eu des résultats assez remarquables. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique culturelle de la France dans le monde? C'est pas simplement des expositions, des conférences, etc., comme on le croit généralement. C'est une action en profondeur qui a commencé par être menée par qui? Par les missionnaires. La France est un pays qui a fourni au monde le plus de missionnaires religieux, catholiques d'abord, protestants beaucoup plus tard, laïcs ensuite. Il y a eu des associations qui se sont fondées pour ça, mais d'abord il y avait les congrégations d'action religieuse à l'étranger. Tout à fait, les missions étrangères français, de Paris, j'ai connu le rayonnement en Extrême-Orient, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais beaucoup d'autres. Encore à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'on comptait l'ensemble des missionnaires sur le terrain bien sûr, missionnaires catholiques expatriés, l'ensemble, y compris donc les Québécois, les Belges qui nous suivaient dans les proportions par rapport à la population du pays d'origine. Mais tous les autres, même espagnols, italiens, etc., tous ces missionnaires catholiques, à la fin du XIXe siècle encore, les missionnaires français représentaient 45% du total. Oui, c'est considérable. Il y avait des écoles religieuses partout, il y avait l'action proprement religieuse, si vous voulez, et aussi bien en pays musulmans que dans d'autres pays plus réceptifs, si vous voulez, à ce genre d'action, mais toujours avec le souci. D'ailleurs, il valait mieux parce qu'autrement on était tués dans certains pays. Les missionnaires, beaucoup de missionnaires sont morts dans leur action. Bien sûr, martyrs. Oui. Mais en respectant en fait beaucoup la personnalité culturelle de l'autre et en cherchant aussi à savoir qui il était l'autre, et à chercher son histoire, à mettre à jour son histoire. L'archéologie fait partie de l'action culturelle de la France dans le monde. L'action des missionnaires a été aussi, par exemple, Pinault de Béhaigne a mis l'alphabet, a fait un alphabet. Oui, absolument. En tant qu'orientaliste, je puis dire que la plupart des dictionnaires des langues orientales, les premiers dictionnaires que nous avions, que ce soit en malais, que ce soit en japonais, etc., ont été le fait de missionnaires. Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui a fait beaucoup passer très bien, si vous voulez, l'action culturelle de la France dans le monde, c'est que les gens, nos partenaires, là, ont très vite compris que c'était pas uniquement une projection de la France sur eux, avec
plus ou moins l'objectif de les dominer, de les asservir, de les gagner, etc., par quelques voies, mais que c'était aussi à double sens. C'est-à-dire que ça les élevait eux aussi. Et que nos écoles étaient faites non pas pour les endoctriner forcément, les religieux en pays musulmans, nos religieux se gardaient très généralement de faire du prosélytisme. Mais les musulmans mettaient leurs fils dans nos écoles parce que c'est des écoles religieuses, catholiques. Ils les mettaient, les mettent encore d'ailleurs, les mettent encore. On voit encore le rayonnement de l'université Saint-Joseph au Liban et de beaucoup d'autres encore. Mais pardonnez-moi Donc c'était le respect de l'autre et la réciprocité. C'est ça qu'il faut comprendre de notre action culturelle extérieure. Je comprends. J'ai remarqué que dans votre action, parce que vous êtes un homme d'action et vous êtes toujours, vous êtes retraité du service public, mais vous êtes toujours au service. Depuis 20 ans, oui. Au service, vous êtes toujours extrêmement actif. J'ai remarqué que vous avez fondé, je crois, Avenir de la langue française. Oui, bon, en 92. Et vous êtes un défenseur acharné de la langue française, du multilinguisme, de son rayonnement, et forcément, par voie de conséquence, vous êtes hostile, évidemment, à, la domination de la sous-culture anglo-saxonne, parce que je ne confonds pas, il y a une culture anglaise, il y a une culture américaine, parfois de haut niveau, mais il semble que nous soyons gagnés par une espèce de sous-culture, par un sabir, et vous êtes de ceux qui combattaient fermement pour le maintien du français, notamment d'ailleurs dans les institutions européennes, que je connais bien, et dans d'autres domaines. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un combat un peu perdu d'avance ? Je me fais provocateur. Ah, mais vous avez tout à fait raison de lancer cette provocation, parce que c'est un combat qui, dans une analyse logique normale, doit se terminer par un échec total. Dans une analyse, comment dirais-je, logique normale. Oui. Bon, mais il n'y a pas dans le monde que des analyses logiques normales. Heureusement. Heureusement. Bon. Alors, ça veut dire qu'un espoir demeure toujours. Mais de toute façon, comme disait Edmond Rostand, lorsqu'on se bat pour quelque chose, même si l'on sait, ou si l'on craint, ou s'il y a de grandes chances pour que ça se termine par un échec, mais c'est tellement plus beau quand c'est inutile. Oui. Bon, alors cela dit, c'est pas quand même pour ça, pour cette seule raison, parce que c'est inutile. C'est pas seulement pour le panache que je me bats. Non, c'est pas seulement pour le panache de Cyrano. Bien. Non, mais parce qu'il faut bien voir que le français n'est hélas plus la langue, par exemple la langue universelle de la diplomatie. Le temps où tous les traités étaient rédigés, les traités internationaux étaient rédigés presque exclusivement depuis Rastatt, depuis Louis XIV à Rastatt. Oui, n'est plus. Il n'est plus la langue des cours d'Europe. D'ailleurs, ces cours, pour certaines, ont été éradiqués, voire massacrés. Je pense au Romanov, je pense. Bon. Et comment défendre aujourd'hui, et comment voyez-vous aujourd'hui la défense du français dans le monde ? Alors écoutez, d'abord, vous citiez tout à l'heure l'exemple naturellement américain, la prépondérance, l'hégémonie et l'hégémonisme, c'est-à-dire la volonté d'hégémonie exercée par les anglo-saxons en général, parce que les Américains ne sont pas le seul à le faire. Les anglo-saxons en général, les pays anglo-saxons, les gouvernements des pays anglo-saxons, il y a une vraie politique depuis longtemps, écrite d'ailleurs, proclamée par les Anglais d'abord, par les Américains ensuite. Melville disait ça au milieu du XIXe siècle pour les Américains. Nous sommes le peuple élu, nous sommes l'Israël de notre temps et nous devons régner comme peuple élu. Enfin, et imposer, enfin ils n'ont pas dit imposer à ce moment-là, mais vraiment que nous faire, suivre par tous les peuples de la terre, en fait. C'était ça. Bien. Alors, c'est une puissance énorme qui est en face. C'est un rouleau compresseur terrible qui, naturellement, a bénéficié de toute la victoire qu'ils ont remportée, les anglo-saxons, sur l'Allemagne, mais sur nous tous en même temps, il faut bien le dire, en 1940-45.
et qui perdure. Alors, c'est énorme, et il faut dire que c'est pas seulement la sous-culture américaine qui nous gagne, c'est à la fois aussi la haute culture, parce qu'il y a, vous le disiez tout à fait justement, les deux choses, il y a tout dans l'Amérique. Il y a d'une culture, les Américains les universités américaines ne sont pas en très bon état, je dirais, psychologique et intellectuel en ce moment, non. Mais elles produisent encore des choses absolument remarquables. Absolument. Donc, les universités américaines, avec leur rayonnement et leur puissance financière, d'attirer des boursiers, de donner tout ce que vous savez, d'attirer des savants, d'attirer des publications, ils dominent aussi sur les publications, hein. Les meilleures publications du monde sont aux États-Unis, en Angleterre pour partie, avec The Lancet par exemple pour les médecines, mais autrement, toutes les grandes revues intéressantes, c'est ce qui a fait la domination de l'anglais dans les sciences en fait. Donc c'est une puissance absolument extraordinaire qui n'est pas seulement une sous-culture. Mais il est certain que ce que l'on voit plus chez nous, en fait, c'est quand même la sous-culture. Très bien. Alors, lutter comment ? D'abord, lutter pourquoi ? Lutter, c'est pas pour remplacer, dans l'immédiat, la domination américaine, l'hégémonie américaine, par une hégémonie illusoire française de nos jours. C'est bien évident. Mais c'est tout simplement par continuer à exister, nous, en tant que tels, et nous, pas seulement français, mais nous, francophones, avec tout ce que la francophonie représente encore dans le monde entier, avec une possibilité, un réservoir démographique important, si on est assez intelligent pour faire les choses qu'ils font en Afrique, qu'il faudrait mieux faire en Afrique, il y a un potentiel pour le français qui est absolument considérable. Pourquoi devrions-nous abandonner ça et chez nous, nous mettre à l'anglais, chez nous, donnant ainsi le mauvais exemple, comme nous le faisons dans nos universités, dans la politique de notre gouvernement, la loi Fioraso de 2013, etc., pour passer à l'enseignement en anglais dans beaucoup de disciplines de nos universités, c'est absolument scandaleux. Alors, nous luttons, pourquoi ? Pour que la France reste la France avec sa langue et qu'elle garde ses liens avec la francophonie mondiale et que le monde actuel, d'ailleurs, l'hégémonie américaine va forcément s'arrêter. Elle trouve déjà ses limites, on le voit avec la Chine, on le voyait presque avec le Japon. Le Japon est moins brillant qu'il le fut à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, mais avec les autres économies émergentes, les autres pays émergents, la Corée, le Vietnam, d'autres encore. Mais l'hégémonie américaine ne va pas pouvoir continuer à vassaliser tout ce monde-là. Sans doute. Mais alors, je vous suis tout à fait sur et l'Allemagne. L'émergence de ces nations qui secourront un jour ou l'autre, non pas le joug, l'hégémonie. L'hégémonie, en tout cas. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'il n'y a pas, linguiste que vous êtes forcément, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle pratique ? Par exemple, que répondez-vous à ceux qui vous disent oui, tout ça c'est très bien, mais écoutez, comme véhicule de communication, l'anglais c'est quand même plus facile. Vous avez une langue dans laquelle les noms ne varient pas selon le genre, féminin, masculin ou neutre, ça n'existe pas en anglais. Les verbes ne se conjuguent pas. Que ce soit, vous prenez en France le verbe, je sais pas, prendre, alors je prends, et nous prenons, vous prenez, ils prennent, c'est un peu compliqué, si vous prenez to take, en anglais, c'est évidemment plus facile, il y a à la troisième personne du singulier qu'il faut rajouter un S, on entend beaucoup ce genre de discours, alors qui va vous dire, le français c'est très beau, mais c'est complexe. Si l'anglais était si facile, alors que tant de gens croient qu'il faut absolument se l'assimiler de nos jours, et que tant de gens cherchent à se l'assimiler et à bien se l'assimiler, combien, aussi bien en Allemagne qu'au Japon, qu'ailleurs, avez-vous de gens qui sont capables de réellement très bien parler l'anglais, très peu. Comme les élites. Au Japon, très peu. Comme les élites étrangères. Et en France français, aussi, en Europe, à l'étranger, donc. C'est vrai. Vous n'avez pas ça. Et en France, combien de gens, quand vous les entendez dans nos scientifiques, dans des congrès, etc., qui annonnent leur anglais, les difficultés de la langue anglaise, notamment, tiennent
à la prononciation, à savoir quand un A se prononce A ou autrement. Un A se prononce de tas de façons différentes selon les mots, les circonstances, etc. Vous le savez fort bien tout ça. Bon, en tout cas, chaque langue a ses difficultés. Et l'anglais est aussi difficile à apprendre bien que le français peut l'être, ou que l'allemand. L'allemand est aussi une langue difficile, bien naturellement. Toutes les langues de culture évoluées sont forcément difficiles à bien s'assimiler parce qu'il y a toute une culture en même temps à s'assimiler derrière. Et c'est parce que la culture qui est derrière la langue française ne veut, que nous ne voulons pas que cette culture disparaisse, que nous luttons aussi pour la langue française. Parce que c'est lutter contre pour notre conception du monde, c'est lutter pour notre culture, pour ce que nous sommes, pour notre personnalité. Nous voulons au moins garder ça. Ça ne nous empêche pas d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'allemand. Moi, je suis polyglotte, je parle italien, je parle espagnol, je parle allemand mieux que l'anglais d'ailleurs, mais j'ai été dans les pays anglophones, donc je parle bien anglais. C'est pas un problème, vous comprenez? Mais ce qu'il faut, c'est garder notre personnalité, ne pas se faire dominer, parce que la langue et le langage, mais c'est lié. La langue et le langage sont des moyens d'asservissement, de vassalisation extraordinaire. Bien sûr. Et l'américain, la langue anglo-américaine, à l'heure actuelle, avec sa position que l'on cherche à imposer dans l'Union européenne actuelle, en profitant entre guillemets du Brexit, parce que les Anglais partent et on se dit, ah mais c'est le moment, voilà une langue neutre, on va la prendre neutre, vous vous rendez compte? Ça, c'est une absurdité. Comme si c'était un volapuc quelconque, n'est-ce pas? Monsieur c'est la langue de l'hégémone. Nous arrivons au terme déjà de cette émission. Je vois que vous êtes plein d'allant pour la défense du multilinguisme et en particulier, naturellement, de notre civilisation. Je voudrais préciser que votre excellent ouvrage a été imprimé aux éditions Glyphe. Glyphe comme dans hiéroglyphe. Chacun comme hiéroglyphe, voilà. Chacun l'aura bien compris. 85 avenue Ledru-Rollin, à Paris 12e. Voilà, et il y a un site évidemment de ces éditions. Une volonté française par Albert Salon. S'il pouvait y avoir une volonté. S'il pouvait y avoir une volonté française.